800 000 abonnés, félicitations à tous, bravo, bravo, bravo. Oui, on vous l'avait promis, chose dite, chose faite, voici nos remerciements pour les 800 000 abonnés. Ici on fait pas les choses à moitié et on est très heureux de vous remercier en musique en vous annonçant officiellement la création de notre tout premier concert Anime Symphonique Journey, un concert One Piece, mais pas que. On est trop excités, ça y est, après des mois et des mois de travail en collaboration avec l'Orchestre Curieux, on vous a pondu un spectacle unique. En effet, on vous en parle très souvent et Shiroda est un très grand fan des Miyazaki, des films du studio Ghibli en général, mais surtout du papa Miyazaki. Alors si vous aussi vous êtes de grands fans des musiques de Joe Hisaishi pour Ghibli et de Koei Tanaka pour One Piece, ce concert est fait pour vous. On a donc élaboré un concert d'1h30 avec les musiques des deux œuvres à travers le récit initiatique du héros, quelque chose qu'on retrouve tout aussi bien chez Miyazaki que chez Oda. Et perso, ça rend beaucoup trop bien. Entre épique et tragédie, larmes et frissons, 16 musiciens sur scène vont donc réinterpréter les musiques que vous connaissez si bien. Et on espère que ça vous fera plaisir, parce que c'est pas tout, il y a également 5000 € de goodies One Piece à gagner. Encore une fois, on fait pas les choses à moitié, grâce à notre partenaire de toujours Japan Deal World, vous ne repartirez pas les mains vides. Il y aura une gigantesque loterie avec plusieurs gagnants, mais surtout, tous ceux qui viendront sur place repartiront dans tous les cas avec des petits cadeaux. Comme oui, par exemple, je dis ça, je dis rien, des cartes One Piece et pas n'importe lesquelles, que des rares. On est vraiment trop content parce que ce soit l'écriture du concert, que ce soit tout l'envoi des marchandises du Japon en France grâce à Japan Deal World qui quand même donne 5000 € de figurines, de plein de lots, je veux dire, c'est une soirée exceptionnelle. C'est vraiment beaucoup de travail et on espère vraiment pas faire les choses à moitié, c'est quelque chose aussi qui va vous changer peut-être des vidéos, de juste fêter ça à travers un écran. Ça va être l'occasion de se rencontrer également, on sera sur place parce que c'est un concert également qu'on a écrit et que on va sans doute compter sur scène. Bien entendu, et pour tout donner jusqu'au bout, on vous fait gagner 10 places pour cette superbe soirée sur notre Twitter. Le lien est dans la description. C'est un jeu concours qui vous permettra de venir gratos profiter du spectacle. Enfin, c'est toutefois, je sais, une soirée à place limitée. C'est très important de le dire, il n'y a que 1000 places environ qui sont disponibles tout de suite dès que vous voyez cette vidéo en description, également en commentaire épinglé. Faites vite parce que ça risque de partir très vite. Une soirée à retrouver au Théâtre de Lorient, au Centre National Dramatique de Lorient, parce que c'est un petit peu le plus grand foreshadowing de la chaîne depuis le tout début, qu'on fait des conventions, qu'on sort, qu'on fait des soirées pour rencontrer les fans de One Piece. On n'est jamais allé en Bretagne. Et ça, je sais que le breton, il nous déteste pour ça. On vous a dit un jour, on viendra. Vous prenez des conventions en Belgique et en Europe au lieu d'aller en Bretagne. Si, on est désolé, mais cette fois on se rattrape avec cette soirée exceptionnelle. Donc ça se passe au Centre National Dramatique de Lorient le samedi 23 décembre. Et alors oui, si on a le courage, si on a davantage de temps, c'est également quelque chose qu'on aimerait faire partir en tournée, parce qu'on a quand même créé notre concert, c'est assez fou. Si on a le temps, ne vous inquiétez pas, on le fera sur Paris et dans d'autres régions de France. On a trop hâte de vous rencontrer, merci énormément, c'est le minimum qu'on peut faire pour vous. Peut-être que nous créerons une tournée nationale de ce concert, mais ça tient qu'à vous. Le lien est en description, faites vite, parce que maintenant, il est l'heure de se plonger dans le passé. Il est l'heure de parler de Saturne, père de Bonnie, de la mort de Bartholomew Kuma, mais surtout de la vengeance ultime de Monkey Dragon. On a tout donné pour cette review, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous pensez avoir loupé des détails importants, parce qu'on se rapproche du chapitre 1100. On est trop content de vivre ça avec vous, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper aucun futur épisode, et surtout à laisser un pouce bleu, parce qu'il y a longtemps, un homme nous l'avait promis, lorsqu'il reviendra, il changera le monde à jamais. 太古の昔にいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。太陽の神リカ。いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。俺はこの世界を変えてみせる。俺は貴族に生まれて恥ずかしい。歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。自由のためこの船に乗れ。己の運命を選べ。共に戦う意志のある者は生まれて初めての経験だ。さらばだ。よし、
妻にしてやるでは第13夫人として聖地へお迎えする手続きを。ああ、1番から5番の妻はもう飽きたから下地面に戻すぞい。かしこまりました。待ってください、私。ちょっとお待ちください。彼女は私の婚約者で。または父の前で立ち上がる。Jewelry Bonnie est enfin née et elle a 12 ans. Ça y est, c'est confirmé par Eiichiro Oda, l'âge de Bonnie n'est pas de 24 ans mais bel et bien de 12 et elle use de son fruit du démon pour avoir l'apparence d'une personne de 24 ans. Mais plus que tout, le secret qui englobe toute sa personnalité et ce que Kuma lui cachait depuis le début, c'est bien déjà de 1, sa maladie, mais de 2, le fait qu'elle soit, oui mesdames et messieurs, on vous en parlait, une enfant de dragon céleste. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait une dragon céleste. Ça saute aux yeux, on comprend qu'en réalité Bonnie est une enfant qui aurait le statut de dragon céleste et c'est un double statut pour un être humain qui lui permet d'être complètement invulnérable. C'est d'ailleurs pourquoi Borsalino Kizaru n'a clairement pas envie de taper une gosse, c'est d'ailleurs pour ça que Akainu n'a clairement pas envie de déroger à son rôle d'amiral de la marine. Cette gosse, on comprend son histoire suite aux paroles de Sakazuki qui dit « On avait eu des frissons lorsque tu t'es échappé du gouvernement ». Il faut voir les amiraux comme un peu les oncles et les super nounous de cette gosse qui sont obligés à chaque fois d'aller la récupérer parce que elle en fait qu'à sa tête. Et si elle en fait qu'à sa tête, c'est parce que elle aime énormément son papa. Cependant, rien nous dit que c'est vraiment son père. On remarque donc une dissociation totale entre le traitement de Kuma et le traitement de Bonnie. Si aujourd'hui Bonnie a tous les droits alors que son père n'en a jamais eu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien de sang. En tout cas, on espère qu'Eiichiro Oda va jouer de cette mécanique parce que clairement il y a de quoi faire. Ce serait vraiment ultra intéressant de savoir que Bonnie n'a pas du tout 24 ans, mais qu'elle a max 10 ans, peut-être grand max 12 ans. Son drame avec Kuma est beaucoup plus récent que ce que l'on croit. On se rappelle alors de tous les red flags de la part des amiraux, mais également de Saturne, lorsqu'un Tenryubito se rend sur la terre ferme parmi les pouilleux et qu'il est en danger, c'est aux amiraux de la marine de lui venir en aide. C'est pourquoi Kizaru était repêché sur Sabaody, une responsabilité qui leur incombe et que Monkey D. Garp par exemple n'a jamais voulu et a donc tout le temps refusé les promotions pour ne jamais devenir amiral. Et alors on se rappelle que lorsque Bonnie était kidnappée par Barbe Noire, c'était quoi? Un amiral de la marine qui venait en personne, Akainu. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui tout est cohérent 15 ans après. C'est quand même méga habile quand on y repense, qu'on pensait tous que Akainu venait en fait finir le job de Marineford en s'en prenant à Barbe Noire, mais il était pas là du tout pour Barbe Noire, il était là pour Bonnie. Je trouve ça vraiment dingue. Oda il avait quand même absolument tout prévu. Et le truc qui est encore plus fou, c'est que nous apprenons donc enfin officiellement que Jenny a été kidnappée par un dragon céleste, sans doute très puissant, vous allez le voir, afin d'être amenée sur la terre sainte de Marie-Joise, afin de servir d'épouse à ce dragon céleste, afin de lui donner un enfant avant de la rejeter sur la terre ferme. Et si je vous disais que tout ça, ça vous a été dit il y a environ 15 ans lors de la toute première apparition, tiens donc, de Jewelry Bonnie. なんだよ、道でも聞きてえのか？おいおい、何する気だ。ガキ？ Lorsque, on vous le disait d'ailleurs il y a un mois, Bonnie, sous sa véritable forme d'enfant de 12 ans, venait défendre Roronoa-Zoro et Eiichiro Oda. Waouh, il faut vraiment se réfréner pour pas le dire. Il avait balancé en Tsum Tsum toute l'histoire de Bonnie à travers le personnage de Saint Carlos, votre personnage préféré, le personnage préféré de votre personnage préféré même. Saint Carlos qui, en voyant l'infirmière sur place, disait « Elle, va en faire ma femme, allez c'est parti !» Et son garde du corps qui disait « Très bien monsieur, je fais les préparations nécessaires pour l'amener sur la Terre Sainte. » Et il disait oui, ça sera ma 50e femme ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez virer la première et la 6e, je m'en fous. Elles régneront chez les déchets, là où elles appartiennent. Waouh! C'était pour présenter Bonnie, hein. Incroyable! Et Eiichiro Oda avait absolument tout dit sans nous le dire. Et je trouve ça vraiment brillant. C'est pour ça que il y a un mois, c'était notre toute première théorie de dire que Bonnie, si elle était autant protégée par les dragons célestes et que même, c'était d'ailleurs ce pourquoi on vous en avait parlé, Saturne disait « Oh, c'est qu'une gamine, vous pouvez la laisser partir. »
ça, vous allez le voir, ça va avoir toute son importance. On se disait, ouais, c'est peut-être une dragon céleste. Surtout que même dans cette vidéo, on vous le disait il y a un mois, c'était sûrement même une gosse parce que personne n'en parlait, mais elle était dans de l'eau de mer. Et pourtant, c'est une gosse. Donc ça peut tout simplement pas être une adulte de 24 ans vu qu'elle est dans de l'eau de mer avec son fruit du démon. Elle avait en réalité 12 ans. Donc on est super content que ça se réalise. Et d'ailleurs, le plus fou, et je vous jure que c'est une dinguerie, la semaine dernière, pour parler du chapitre 1097 de One Piece, je vous prierai de croire que c'est vrai, c'est vraiment une dinguerie. Je suis allé voir Kamal et je lui ai dit, je pense très sincèrement qu'elle s'est fait kidnapper et qu'elle s'est fait abuser par un dragon céleste et que Bonnie, bah c'est comme ça qu'elle c'est une dragon céleste. On s'est regardé, on a fait, ouais c'est trop violent, c'est trop violent pour One Piece je pense. Et du coup on est parti sur la théorie des clones parce qu'on s'est dit non c'est trop dark et en plus vous allez nous le dire directement que c'est pas du tout Oda de faire ça. Et je pense que vous aurez pas eu tort de nous dire ça la semaine dernière parce que qui aurait pu penser qu'Oda parle d'un sujet aussi grave. On a affaire ici, et on le savait très bien, au flashback le plus sombre de l'histoire de One Piece. Alors que Kuma était un enfant esclave, que sa mère est morte, que son père a été assassiné devant ses yeux, qu'il est devenu un objet pour certains et un gibier pour d'autres, que ensuite il est devenu un paria dans son propre pays, que la femme qu'il a aimée a été kidnappée puis et qu'il apprenne à la toute fin que l'enfant qu'il adopte est condamné à mourir à l'âge de 10 ans. Surtout l'enfant dont il hérite est la fille de tout ce qu'il déteste, en tout cas la moitié, c'est quand même l'enfant de Jenny mais c'est aussi l'enfant de ceux qui n'ont pas arrêté de le faire souffrir toute sa vie. Et au final, même si ce n'est pas montré, l'agression sexuelle dans One Piece c'est extrêmement rare. Mais si je vous disais que c'était pas la première fois dans l'histoire qu'un dragon céleste faisait un peu trop le malin. Doffy! 情熱的だなバイオレット。 En effet, on est à la fin de Dressrosa et Violette qui retrouvait Doflamingo l'appelait par un nom affectif, ce à quoi ce dernier répondait également par un surnom affectif tout en lui disant je vois que tu fais toujours les choses avec beaucoup d'ardeur. Alors, Eiichiro Oda dans les SBS du tome 85 avait expliqué ce dialogue en disant voilà un sujet extrêmement embarrassant, il y a une raison profonde à cette familiarité entre les deux personnages, mais je ne peux pas vous la donner. Je l'ai révélé à mon responsable éditorial, mais comme c'est une histoire d'adulte, je préfère ne pas la dévoiler dans un manga pour jeunes lecteurs tel que One Piece. Je laisse donc les plus mûrs d'entre vous se faire leur propre idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dressrosa est vraiment le pays de la passion. À l'époque, c'était déjà ultra sombre d'apprendre que Violette, qui avait été enrôlée de force dans la famille de Don Quijote Doflamingo, était également devenue, eh bien, son objet, ou du moins sa maîtresse, et qu'elle n'a pas vraiment eu le choix. Et Doflamingo, tiens donc, c'est un dragon céleste qui a vite pris les habitudes, contrairement à son frère Rosinante, des dragons célestes. On voit donc que ce genre de drame peut exister dans le monde de One Piece, mais que l'auteur ne l'explicitera jamais. Mais le drame est quand même là. Et ça me fait penser que contrairement à tous les antagonistes de One Piece, eh bien ici Eiichiro Oda, il va créer un grand et fort manichéisme envers les dragons célestes. Ça, c'est bien des actions, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qui ne peuvent pas être pardonnées. Dans One Piece, on aurait eu des antagonistes qui étaient prêts à faire du mal pour un plus grand bien, à faire leur propre dessin, à faire des choses horribles. Mais là on parle de quelque chose de beaucoup trop grave. Et c'est assez intéressant de voir qu'au fil des années, Eiichiro Oda, il aura redirigé toute la colère et la haine du monde vers un seul et même ennemi, les dragons célestes, le Golosei, qui sont de véritables démons qui habitent au paradis. Et je pense que eux n'auront pas le droit à leur sad backstory. Non, la backstory de Carla! Parce que eux, contrairement à tous les méchants de One Piece, ne pourront pas être pardonnés. Là où le message est très beau de la part d'Eiichiro Oda, c'est qu'on le sait à la fin de One Piece, le rôle de Nika, Luffy, sera de libérer toutes les races du monde. Cependant, et là on serait en droit de se dire ouais mais du coup les Tenryubito ils auront une place dans ce monde. Sauf que non, c'est une fausse race qu'ils ont eux-mêmes créée puisque ce sont des hommes. Mais c'est vrai que c'est épatant, c'est très épatant de voir qu'Eiichiro Oda il traite toutefois de ça parce que s'il ne va pas l'expliciter dans sa plastique, il va la faire un peu travailler dans nos méninges. C'est peut-être pire hein. Et je pense que la meilleure preuve de ténèbres d'intrigue, c'est que vraiment la semaine dernière lorsqu'on voulait en parler, on s'est auto-censuré parce qu'on s'était dit que ça allait être mal accueilli en vidéo. Tout simplement de parler d'abus sexuels et tout ça, donc voilà. Bah, bien joué Oda, voilà. Il nous a fait fermer nos grandes bouches. Ce qui en résulte de toute cette histoire, c'est une petite fille qui, et là c'est quand même très satisfaisant toujours parce que qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir faire des ponts, c'est la même petite fille, ça y est, Diewarli Bonnie, que nous apercevions lorsque Eiichiro Oda avait dessiné les supernovas enfants. Et là, ça déconne pas du tout, hein, parce que quand Oda il avait dessiné les corsaires enfants,
voyait Kuma dans ce flashback là, et quand il avait dessiné les Supernova enfants, il avait dessiné exactement la Bonnie avec la même coupe de cheveux, tout ça, là on la reconnaît de ce flashback là. C'était bien avant même One Piece Z, où on peut les retrouver animés. Waouh! Et Shiroda, pour le coup, ça c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis le tout début, c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement bien écrit, ce qui en résulte donc de toute cette histoire. Et cette petite fille, elle va nous permettre de rentrer dans l'acte final de la vie de Kuma, puisque c'est elle qui va faire le pont entre le passé et le présent. Une petite fille aux cheveux roses a une pierre précieuse sous l'œil qui n'avait pas de nom de famille, alors dans ce cas, on l'appellera Bonnie aux bijoux, Jewelry Bonnie. Et c'est là que c'est assez vertigineux. Lorsqu'on a lu One Piece, d'ailleurs avec Kamal, on devait avoir environ 11-12 ans lors de Shahabodi, on pensait direct que le nom de famille de Bonnie était Jewelry. Et non, en fait c'est juste un surnom, c'est Bonnie aux bijoux, Jewelry Bonnie. Comme par exemple Nami n'a pas de nom de famille. Et si Bonnie s'appelle donc Jewelry, c'est bel et bien en référence à sa maladie. Une maladie qui était l'inconnue de cette équation, la saphirite. On se demandait pourquoi est-ce que Kuma allait endurer toutes les souffrances imposées par le gouvernement pour Bonnie. Eh bien nous avons enfin la réponse. Tout simplement parce qu'il apprend qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre et qu'elle ne dépassera pas l'âge de 10 ans. Tiens donc, Bonnie a eu 10 ans il y a 2 ans. Lorsque quoi? Lorsque Kuma a décidé d'abandonner son humanité et de devenir un cyborg, un toutou pour le gouvernement mondial. On remarque alors plusieurs parallèles déjà avec le flashback de Law et Corazon. Déjà des visites chez les médecins qui ne comprendront pas la maladie de Bonnie. On aura même une référence au saturnisme, rappelez-vous, la maladie propre à la ville de Flévence où est originaire Law et qui est contractée lorsqu'on a trop de plomb dans le sang. Une maladie qui s'appelle comment? Saturnisme. C'est assez flippant de se dire que le saturnisme est une maladie présente dans notre monde et qui puise son origine étymologique de la divinité Saturne en personne. Dans One Piece, nous apprenons au chapitre 762 que le Saturne blanc, présent dans le plomb de Flévence, était connu du gouvernement mondial il y a plus de 100 ans. Et ils n'ont rien fait. Pire encore, c'est qu'ils en sont sûrement à l'origine. C'est comme si Saturne était directement lié aux maladies dans One Piece. Comme s'il avait créé des armes biologiques comme le saturnisme, qu'il en testait les effets sur les hommes. Ah tiens, Saturne est au Gorosei, le dieu de la science. Seulement, ce qui va changer la donne, c'est que Bonnie, malheureusement, pense être guérie à l'âge de 10 ans. Et c'est ça qui est ultra important. Kuma n'a jamais réussi à lui dire la vérité. Il a toujours voulu la préserver. La préserver de ses origines très sombres et surtout de son destin très sombre. Bonnie était un enfant condamné. Et lorsqu'on a Kuma comme papa, on est préservé d'une telle tragédie. On aurait donc ici le chantage effectué par le gouvernement qui aurait promis de sauver Bonnie. Rappelez-vous, à la fin du chapitre, c'est qui arrive? C'est le roi Courbette, ou devrais-je dire Bekoli, ce gros bâtard qui se veut lui-même être dragon céleste et qui du coup avait divisé le pays en deux comme Goa avec le Great Terminal pour payer le tribut céleste. Est-ce que, alors, nous aurions pas un nouveau parallèle, après celui de Law et Corazon, avec celui d'Orochi et Oden Kuzuki? Si nous avions à l'époque un seigneur stupide à Wano Kuni, nous avons un roi tyrannique à Sorbet. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que Bekoli ne va pas réussir dans une terrible intimité à faire chanter Kuma comme Orochi avait fait danser Oden, en lui promettant quoi? De guérir Bonnie. Mais rappelez-vous, sur Wano Kuni, Orochi n'était pas tout seul. Orochi avait une force de persuasion. Kuma pourrait très facilement se débarrasser de Bekoli, sauf si ce dernier est accompagné de Saturne. Parce que de semaine en semaine, on se dit que ça peut pas devenir de pire en pire, et pourtant, est-ce que la semaine prochaine, nous ne pourrions pas apprendre que Saturne était le père de Bonnie? Pourquoi au chapitre 1097, Eiichiroda cachait la véritable identité du dragon céleste venu kidnapper Ginny? D'autant plus que, commandante des armées de l'Est, accompagnée de ses compagnons, elle ne se serait jamais laissée faire par un Carlos-like. C'est pas possible qu'un dragon céleste soit arrivé et lui dise « Allez hop, tu deviens ma femme !» Sauf si, au final, c'était le Gorosei en personne. Pourquoi? Pour faire chier Kuma, le boucanier, pour le faire chanter, pour que, au bout d'un moment, ce dernier soit obligé d'être cloné et qu'au final, ils arrivent à avoir un moyen de pression sur le dernier boucanier en vie, en lui interdisant
interdisant son culte, en lui demandant de devenir un toutou et en lui demandant d'abandonner jusqu'à son humanité. Saturne aurait donc pu très bien kidnapper Ginny, ce qui aurait empêché l'armée révolutionnaire de faire quoi que ce soit et lui aurait même transmis la maladie de la saphirite. En effet, sachez que dans tout le système solaire, la pierre de saphir est attribuée à la planète de Saturne. Le Golosei signifie les 5 vieilles étoiles, nous avons les armes antiques, nous avons le soleil, nous avons la terre avec Imu, tout cela forme notre système solaire et la saphir est attribuée à Saturne. La saphirite nous fait penser à nous dans notre monde à la maladie des enfants de la lune qui empêche ces derniers à sortir de jour pour se protéger des rayons UV. Ils ne peuvent pas voir le soleil. Déjà, c'est quelque chose de tragique pour Bartholomew Kuma qui lui cherche à être le plus proche du soleil, vénère le culte de Nika, le dieu du soleil. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas vous rapprocher du soleil, c'est une maladie qui vous enlève toute votre liberté. Et étrangement, ce qui s'oppose à la liberté dans One Piece, c'est bien le Golosei, le gouvernement mondial et son obscurantisme qui, depuis 800 ans, cache toute la réalité de ce monde et empêche les hommes d'être libres. Luffy, c'est la liberté, c'est Nika, c'est le soleil. Le gouvernement, c'est l'obscurantisme, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Le Golosei sont littéralement des démons, ils sortent de Pentacle, ils sortent de la terre, ils ne connaissent pas la terre ferme, le soleil. Alors, on se dit peut-être que la saphirite, c'est quelque chose qu'ils transmettent, c'est cette personnification même de la captivité, de dire, regarde, comme la marque des dragons célestes sur les esclaves, eh bien si tu contractes la saphirite, eh bien c'est simple, tu es condamné, comme nous les démons, à rester dans l'ombre. Et ce que, dans le présent, lorsque Bonnie a attaqué Saturne, elle n'aurait pas attaqué au final son propre père. Et Eiichiro Oda a décidé de, bim, nous mettre pile à ce moment-là le flashback parce que nous pourrions avoir une énième référence à Star Wars dans One Piece. On sait qu'Eiichiro Oda est un grand fan, alors est-ce que Bonnie, qui est convaincu que G. Garcia Saturne a tué Kuma, pourrait dire « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir tué mon père », ce à quoi ce dernier répondrait « Non, je suis ton père ». Ce serait terrible. Et à ce moment-là, il faudrait quoi? Il faudrait l'intervention de Bartholomew Kuma. Kuma est donc voué à s'occuper d'une petite fille qui ne peut pas s'approcher du soleil, le soleil qu'il vénère, et il n'est pas le seul. En effet, on remarque enfin que, à travers la croix qui est le symbole du coup des boucaniers, de leur religion, celle-ci a été transformée par Eiichiro Oda grâce au soleil qui en englobe le cœur. C'est exactement le même qu'on retrouve dans toutes les religions, entre guillemets, toutes ces croyances, tous ces cultes que nous avons vus et qui ont traversé toutes les pages de l'œuvre. Ce dieu, en fait, qu'il soit dans la Bible ou qu'il soit chez les Chandiens, regardez, c'est exactement le même symbole, qu'il soit également sur le drapeau d'Alabasta, c'est à nouveau exactement le même symbole, ou qu'il soit davantage dans des croyances shintoïstes slash bouddhistes chez les habitants de Wano Kuni. Et encore une fois, j'insiste, c'est exactement le même symbole. Que vous soyez donc boucanier, ou que vous êtes un habitant de Wano Kuni, ou vous êtes encore celui d'un habitant des tribus de Chandia, vous vénérez tous le même individu. Certains l'appellent Joy Boy, d'autres Nika le guerrier libérateur. C'est en réalité ce soleil qui du coup est même sur la figure de la Bible que Kuma avait depuis le début. Cette Bible, pour la première fois, on voit son verso. On a été très surpris en fait de se rendre compte que derrière cette Bible, il y a le symbole de Kuma. Ce symbole, oui, qui est en réalité un soleil avec ses rayons de lumière. Depuis le début, Kuma c'est un cum qui est juste un gigantesque prêtre avec son petit col là. C'est un prêtre le cum, un prêtre du soleil. Na, Boken Kuma, 七部会にして唯一政府の言いなりに動く男。政府はお前を重宝しているだろうが、何を企んでいやがるか。お前みてえなのが一番不気味だぜ。Kuma doit donc s'occuper de cette petite fille. Ça nous rappelle tout bonnement le fait que Eiichiro Oda, l'auteur lui-même, a 2 filles et que lorsqu'elles étaient petites d'ailleurs, elles faisaient la guéguerre avec Oda parce qu'elles aimaient pas trop One Piece. Et les relations avec les papas-filles, moi ça me fait penser à celle de Rebecca avec Kiros, qui était trop mignon quand elle était née et tout, et que lui il était déjà très maladroit. On a toujours des pères un petit peu maladroits, très costauds, à côté de petites créatures toutes mignonnes, et on le voit avec cette cage en fer là. En lui disant, il le met dans une cage en fer pour pas qu'elle s'abîme. Ça me fait penser aussi un petit peu avec Kiros, avec Rebecca. Et ce reflet de l'auteur slash père de famille se retrouve dans la figure de Kuma, lorsqu'il y a un petit peu, on imagine toutes ces petites mémés japonaises qui disent mais toi tu sais pas faire, fais attention parce que tu es tellement gros là que tu vas lui rouler dessus et elle va s'écraser.
écrasé, mais là dans une cage, etc. C'est quand même très touchant. Maintenant, ce qui est un peu moins touchant, un peu plus flippant, c'est que Kuma, il se rend compte qu'il lui reste très peu d'années à vivre du coup à cette Bonnie, et que les choses vont devoir s'accélérer très vite. Lorsque les 10 ans de Bonnie vont sonner, lui, il doit tout faire pour essayer de trouver quelque chose pour la soigner, un petit peu comme on vous disait avec Corazon et l'eau. Pour ça, il a besoin potentiellement d'un fruit du démon qui serait salvateur. Ce fruit du démon, ça pourrait être la marchandise, le chantage que pourrait offrir le gouvernement mondial à Kuma. Et ça expliquerait alors pourquoi Kuma va du coup devenir très rapidement Shishibukai à la solde du gouvernement, va également après devenir l'esclave invincible de Marie-Joise. Et ça nous rappelle la première introduction de Kuma dans l'œuvre par un personnage, c'était par Gecko Moria qui disait « Kuma, tu es le seul Shishibukai qui répond véritablement aux ordres du Gorosei et du gouvernement mondial. Ils doivent être super contents de t'avoir sous la main. » Et ça au début on se disait « Oh, le vilain garçon, ça c'est un vrai méchant lèche-cul là, il doit trop être chiant. » Alors qu'en réalité non, c'est parce que c'était littéralement du chantage. Ça nous rappelle également le moment où il doit exterminer les Mugiwara sur Thriller Bark. C'était le Gorosei en personne qui l'appelait et qui disait « Très bien monsieur, pas de souci monsieur, je le fais très vite. » Il n'avait que très peu de temps pour soigner sa fille et potentiellement offrir le fruit qui allait lui sauver la vie, le fruit de l'âge. Un fruit qui se matérialise pas exclusivement par le fait que vous pouvez changer d'âge, mais qui en réalité est aussi le fruit des gemmes. On vous en parlait il y a des mois en arrière. Ce fruit, lorsque vous voulez rendre quelqu'un plus vieux, vous allez enlever une certaine quantité de gemmes ou lui en rajouter, ce qui permet à Bonnie de créer des avenirs alternatifs. Un avenir où d'un coup elle va pouvoir être très musclée. Un avenir où elle peut rendre des soldats de la marine très vieux. Mais attention, c'est pas Garp ou Riley, hein, c'est vraiment le vieux avec sa canne tout tremblant. Et ben là du coup on imagine qu'elle lui a enlevé une certaine quantité de gemmes, ce qu'on vous avait expliqué il y a plusieurs mois de cela. Et du coup le fruit de Bonnie, c'est toujours très cocasse, hein, c'est comme Big Mom qui a tous ses enfants qui sont liés à la bouffe, serait donc lié aux gemmes, aux pierres précieuses. Et c'était le compliment que lui avait fait son papa au tout début. Ça c'est pas une malédiction, c'est un véritable petit bijou finalement, c'est du saphir. Mais finalement, en étant sauvé grâce au fruit de l'âge, Bonnie a dû voir le petit bijou que son père aimait tant disparaître. Alors, simplement ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a remplacé par un véritable bijou, un piercing qu'elle a mis en souvenir et en mémoire de son père. Et ça, je veux pas vous mentir que depuis 2009, waouh! C'est un truc de fou dans ce chapitre quand Kuma, il pose ses gros doigts là sur sa joue et qu'ils disent regardez, regardez, d'ailleurs aux deux poteaux de Bonnie qui étaient déjà sur sa Baodi et qui disent regardez là, sous son œil, il y a de la saphir. Ça m'a fait un tilt trop bizarre parce que je me suis dit, mais elle a toujours eu un truc sous l'œil. J'ai tout de suite vérifié et j'ai vu quoi? C'est vrai, son piercing. Je vous jure, je trouve ça trop émouvant. Je trouve ça trop émouvant de savoir que même si c'est peut-être un retcon ou peut-être que si tout était prévu depuis le départ, que Eiichiro-Oda arrive à petit mettre les pièces du puzzle dans l'ordre et nous dire que ce piercing là, c'est tout simplement parce que son papa lui avait fait un compliment et qu'il l'a trouvé joli. Oh, c'est pour me buter, c'est pour me buter cette histoire. C'est que le plus flippant, c'est de se dire que du coup, les deux pélos qui ont grandi et qui avaient en réalité l'âge de Jenny, qui du coup connaissaient très bien sa mère, ils ont pris une barque comme des pélos là. Je suis sûr qu'en plus Kuma, bah, il va leur dire là, tu sais, je peux compter sur vous, et que eux, tu sais, vraiment ils fassent ouais, capitaine et tout, et que du coup, eux, ils l'ont vu grandir et. Quand on voit Bonnie attaquer Zoro, en tout cas le défendre du Tenryubito, c'était son véritable âge et tout ce passé qu'on est en train de découvrir nous maintenant, elle c'était très récent. Ouais, voilà, et c'est un truc de fou parce que c'est ce qu'on vous disait déjà avec le drame de Momonosuke, lorsqu'il disait ah ben moi j'ai rencontré Roger, c'était il y a pas si longtemps. Nous dans notre tête jusque là, elle avait perdu Kuma, mais c'était il y a au moins une décennie. Non, c'était il y a quelques mois. On sait qu'elle va être avec le gouvernement mondial là. Pour elle c'est tout récent. Jewelry Bonnie a 12 ans. 思うままに生きろルフィ。時代は時としてあらゆる偶然と四季を帯びて世界に問いかける。我らがいずれ出会う日も来るだろう。 Si d'un certain côté il y a la vie intime de Kuma avec Bonnie, de l'autre côté il y a sa vie, dirons-nous, professionnelle avec l'armée révolutionnaire. Son activité principale à Kuma, à côté de soigner les gens en tant que prêtre, c'était bien de libérer les gens grâce à Monkey D. Dragon. Et ça permet un découpage
incroyable entre lui qui dégomme tout le monde sur des pays et qui après se douche avec sa fille pour un truc, c'est grave. Et Eiichiro Oda garde une certaine cohérence envers son personnage qu'on voit perdre son sourire. Rappelez-vous, lorsqu'on voyait Kuma tout ce temps, il n'avait jamais de sourire. C'est un personnage qui tirait la tronche et on le voyait déjà il y a 13 ans à Goa, lors de la libération du Great Terminal, il tirait la tronche. Et bien on l'apprend pourquoi maintenant. On apprend que c'est parce que Ginny avait disparu à ce moment-là. Et Dragon dit alors quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a le bras long, c'est qu'il va aider Kuma à trouver des médecins parce que il faut vivre sans regret. C'était exactement la même chose qu'il lui disait lorsque Kuma rentrait dans l'armée révolutionnaire. Tu nous rejoins, tu ne vas pas le regretter. Tu nous quittes, tu ne vas pas le regretter. C'est très intéressant de la part d'Eiichiro Oda de créer une nouvelle fois une dichotomie entre le père et le fils, entre Dragon et Monkey D. Garp, lui qui va vivre au contraire toute sa vie avec le regret. Et bien je pense que Dragon, lui, n'a jamais voulu suivre son père, se dire non mais je vais pas aider les dragons célestes, je vais pas voir Ace mourir devant les yeux, moi j'agis, moi je ne fais pas comme les autres, moi je sauve le monde, moi je refuse que les gens vivent avec des regrets. Et ce qui est d'ailleurs très beau, c'est que on pourrait se dire mais c'est quand même bizarre, il quitte l'armée révolutionnaire, Dragon fait quelque chose, mais non, c'est parce que lui il ne peut que lui-même le comprendre, c'est lui qui a quitté la marine, et alors attendez de voir la scène où Garp va lui dire mais reste dans la marine et tout ça, enfin ça va être déchirant, et que pourtant c'est lui qui a quitté une institution parce qu'il ne veut pas avoir de regrets. C'est pourquoi si quelqu'un veut quitter sa propre institution à lui, il va pas le retenir et va lui dire c'est normal, c'est bien de ne pas avoir de regrets. Également sur Monkey D. Dragon, on note deux choses importantes. Premièrement, le logo des révolutionnaires a adopté son ton final, à savoir qu'avant on avait cette sorte de trait râteau chelou qui est toujours le même, mais attention, prend cette fois la forme d'une mâchoire de dragon. Et enfin, la seconde chose, c'est que lorsqu'ils sont à Goa, cette fois c'est la touche de trop, je vous le dis, on vous répète quelque chose qu'on vous répète depuis des mois, mais on insiste à chaque fois qu'il y a une nouveauté, d'accord? C'est bon, regardez le bateau. C'est un bateau escape game? C'est un bateau Halloween? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il est peint tout en noir? Je suis désolé, Dragon, c'est le mec à la brûlure, le bateau il est tout en noir, c'est lui qui a le dernier Road Poneglyph, regardez-moi ça, c'est le seul bateau de tout One Piece qu'Eiichiro Oda prend du temps à ancrer. Et dans un chapitre, écoutez-moi bien, qu'il n'a pas réussi à finir à ancrer, ça en dit très long. Mais alors cependant il y aurait quelque chose qu'on pourrait reprocher au chef de la révolution, c'est de tout simplement ne pas avoir agi pour sauver Ginny, ne pas s'être vengé. Lorsqu'on voit la haine de la révolution envers les dragons célestes, on se dit mais attendez, Ginny c'était pas n'importe qui, c'était quand même une des 4 commandantes de l'armée révolutionnaire, la commandante de l'Est. Lorsqu'on touche au clan, on se venge, et c'est bizarre, c'est vrai, on peut s'indigner, on peut se dire mais Dragon, qu'est-ce que tu fous? Ton fils lui, lorsque Nico Robin a été capturé, il a pas hésité lui, il est allé détruire des îles entières, il est allé sur Enies Lobby, il a dit on touche pas à l'équipe ici. Alors pourquoi Dragon se retient? C'est ça qui est très intéressant. Pourquoi Monkey D. Dragon ne se venge pas? C'est vrai, depuis toutes ces années, si on voit bien Monkey D. Dragon faire quelque chose, c'est suer, c'est tout simplement transpirer, c'est serrer les dents. Cependant, ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que Monkey D. Dragon, comparé à son père et à son fils, lui il a un cerveau, d'accord? Et il ne souhaite pas juste se venger, il veut changer le monde. Monkey D. Dragon, c'est quelqu'un de réfléchi. Monkey D. Dragon, c'est quelqu'un qui a un plan. Et alors, on ne fait pas tomber le gouvernement mondial sur un coup de tête. Et ça, il le sait très bien. Cette différence de caractère entre le père et le fils, on pouvait également la retrouver au chapitre 1060, où Luffy, pour sauver Vivi, décidait d'aller attaquer Marie-Joise. Mais Zoro l'en dissuadait, car on n'attaque jamais le gouvernement mondial et la marine de front. Au final, même les plus grands, même les empereurs s'y sont cassés les dents. Ce qu'il faut mener, c'est donc une guerre politique, et Dragon l'a très bien compris en faisant la révolution dans 8 pays différents, empêchant donc Marie-Joise de recevoir ses tribus célestes et donc d'être sous un véritable siège. Ne vous inquiétez pas, Dragon, c'est le papa du protagoniste principal de One Piece. Croyez-moi, il va faire du sale. Et plus on attend dans une logique Neketsu Shonen, plus il va y avoir du spectacle. Et ce que, alors, c'est une théorie connue depuis des années, Dragon ne va pas instaurer l'ordre 66 dans One Piece. Nouvelle ref à Star Wars. Nouvelle ref à Star Wars, où les clones se rebellent contre la République et passent du côté des méchants, du côté de l'Empire. Un ordre caché implanté dans les clones à leur création par l'empereur Palpatine. Vous voyez où on veut en venir? On sait très bien que Vegapunk et Dragon sont amis. On sait très bien que Vegapunk est celui qui a modifié le corps de Kuma et surtout celui qui l'a cloné en pacifista. Depuis l'arc d'Egghead Island, nous apprenons que pour contrôler les pacifistas, il y a une hiérarchie de commandes. De Sentomaru jusqu'au Gorosei,
Soleil en passant par les amiraux, les agents du Cypherpol et Stella et ses satellites. Mais est-ce que, au final, sans même le savoir, au-dessus de toute cette hiérarchie de commandes, au-dessus même du Golosei, il n'y aurait pas Monkey D. Dragon? Rappelez-vous, sur Egghead Island, il y a 50 Pacifista Mark III, les tout derniers modèles indestructibles, qui passent malheureusement sous le contrôle de Saturne une fois arrivé sur l'île. Mais ça, c'était peut-être avant l'arrivée de Monkey D. Dragon. Ne croyez pas que cet homme va rester les bras croisés après avoir perdu tant de personnes qui l'aiment. Monkey D. Dragon est apparu pour la première fois dans One Piece au chapitre 100. Il nous l'avait promis, il est celui qui changera le monde. 1000 chapitres pile plus tard après sa première apparition, Monkey D. Dragon viendrait enfin tenir sa promesse.